a fait un petit plan, ça va être plus théorique, ce que vous avez vu avec Mathieu, Guillaume, Jimmy, Sam et Serge Pagé. On n'est peut-être pas des aussi bons profs que Mathieu et Jimmy. On verra, vous nous poserez des questions si on oublie. Puis on voulait vous parler des stratégies de course. Là. On a vu ça comme que les stratégies, pour nous autres, ça commence il y a avant la course, toute la préparation, puis pendant la course, puis on pourra peut-être même dire après la course jusqu'à un certain point. Fait que, on voulait vous parler un peu de la préparation, les objectifs avant une course, comment se préparer, puis ensuite on ira dans le déroulement de la course, le départ, au milieu de la course, qu'est-ce qui peut se passer, les battures, le courant, les portages, les ravitaillements, puis être en peloton, l'arrivée. C'est grosso modo ça. Fait que, ben c'est ça, avant une course, une fois qu'on a décidé de faire une course, faire une saison de canot, il y a des choses à prendre en compte, là, comme avant la course, comme se donner des objectifs, pourquoi où on veut se classer, c'est quoi notre objectif de la saison. Là, Dominique Chamberlain, au début de l'année, il a quand même parlé de comment préparer une saison de canot, puis il vous a proposé un peu un plan pour une première saison, d'en faire 3-4 fois par semaine, y aller graduellement. Peut-être que Steve il voulait rajouter des choses là-dessus, en vue de faire des compétitions. Non, mais c'est sûr, c'est comme PO a dit. Est-ce que tout le monde entend bien, premièrement? Pas trop pire? On va s'approcher un peu, là. Au pire, regarde, on gratte de COVID. Les plus vieux, tassez-vous, excusez. Non. Fait que si vous entendez pas bien, faites-nous répéter comme ça. C'est plate, sinon, si vous êtes venus pour rien. Moi, juste je vous connais pas. C'est la première fois que je viens d'une clinique, que je reste pas dans le coin. C'est qui c'est les premières années où, tu sais, vraiment nouveau au canot, là? Fait que c'est la majorité, mettons au moins la moitié, ce que je comprends, là. Fait que, tu sais, on va essayer de garder ça basic pour que ça soit le fun. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis quand on va être rendu sur la partie sur l'eau, évidemment, tout ce qu'on va parler là, on peut pas le faire. Fait que, tu sais, on peut pas le faire, on fera pas de course. Fait qu'on pourrait peut-être sortir 1 ou 2 points que vous avez le goût de travailler après avoir passé plusieurs cliniques. Bien, on pourra essayer de vous aider avec des points plus techniques ou de la vague ou toutes sortes d'affaires de même. Je sais pas si ça vous convient, as-tu l'allure, ce que je dis? Oui. Ouais, pas pire, parfait. Fait que, moi, le premier point qu'on parlait, si je commence à faire du canot, la première préparation à faire, c'est de t'entraîner. C'est simple de même. Tu peux pas aller faire une course de canot, mettons, on jase, on va dire, on va vouloir faire la classique en mois de septembre. Tu peux pas commencer au mois de juin ou juillet pour faire une fois ou deux de canot ici et là, puis penser que ça va être facile. Fait que ça, c'est la première préparation, c'est de céduler des entraînements réguliers. PO parlait que c'est Dominique qui disait 3-4 jours par semaine. Il y a plusieurs manières de le faire. Moi, j'ai toujours appris à le faire. Je ramais souvent, mais moins longtemps. Ça ne donne à rien d'aller ramer super longtemps, je pense, au début de notre carrière, parce que dans le fond, on n'est pas capable de faire le mouvement comme il faut anyway. Fait que c'est aussi bien de le faire moins longtemps comme il faut, de concentrer, puis après ça, mettre des heures de plus en plus. Fait que c'est sûr que si tu fais, mettons, moi quand j'étais plus jeune, on le ramait 6 jours par semaine, mais 1 heure par jour, 1 heure et demie, surtout au début, tu sais. Fait que c'est sûr que tes heures ne montent pas. C'est pas important d'avoir 300 heures de canot à classique non plus. Je pense qu'une centaine d'heures, 125 là, à la classique, là, 150 maximum les premières années, c'est amplement suffisant, mais avec une bonne technique. Fait que ça, c'est mon premier point. Je vais laisser PO dérouler ça, puis on va y aller point par point pour que ça roule un peu. Ben, ensuite de ça, en vue d'une course, c'est un peu se fixer dans sa saison, combien de courses on veut faire. Puis cibler les priorités. On va prendre l'exemple Steve ou moi depuis quelques années qu'on fait la triple couronne. Ça veut dire qu'il y a 3 courses prioritaires dans la saison. Fait que l'entraînement est conçu en fonction de ces 3 courses-là. Donc on a des étapes importantes, Cooperstown à la fin mai, Michigan à fin juillet, puis la classique début septembre. Ça veut dire qu'il y a 3 grands cycles d'entraînement. Puis les autres courses, ils ont une priorité un peu moindre dans certains cas parce que, mettons, on vient ici, les
normal, il peut y en avoir à toutes les fins de semaine. Fait qu'il faut choisir, puis des fois, ça peut être aussi bon d'en sauter une fois de temps en temps, c'est que si on pense que c'est faux, ça rentre pas dans le reste de notre je entraînement. rajouterais que c'est conscient, ça peut arriver que tu es conscient, c'est-à-dire qu'il y a une course que moi, c'est souvent au mois de mai, c'est des courses que je ne performerai pas. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas gagner ou être à ma position, ça va être beaucoup plus dur. Fait que tu sais, c'est d'être conscient de ça, que si tu veux être bon à la classique, ça ne te donne rien d'être bien bon au mois de mai. Tu veux être bon à la classique, c'est la course que tu t'en vas faire. Fait qu'il faut que tu montes tranquillement pour arriver à ton maximum à la classique dans ce cas-là. Nous autres, ben, c'est 3 fois. Ben, ça peut être juste 2 fois cool down classique ou juste classique. La même chose, ce que j'aurais dit au début, t'entraîner. Si tu t'en vas faire la classique au mois de septembre, puis tu es dans tes premières années d'expérience, je pense pas que d'être sur l'eau au mois de mars ou au mois de février va te donner grands avantages. Fait que tu peux faire attention puis t'entraîner, mettons, continuer à faire un autre sport plus longtemps puis t'entraîner un petit peu plus tard pour avoir tes heures au bon moment. Tu sais, à classique, dans le fond, si tu fais pas d'autres grosses courses, si tu fais beaucoup d'heures tu fais des bonnes heures au mois d'août, ça va être parfait. Il faut que tu arrives en forme au mois d'août pour pouvoir faire des bonnes heures. Tu sais, ça vient avec. Ça, c'est ça. Ouais, fait que une fois qu'on a ciblé sa course, mettons, prioritaire, ben, on s'ajuste en fonction de ça. Puis, tu sais, une grosse course comme la classique, tu sais, c'est pas jusqu'à la veille qu'on s'entraîne le plus fort qu'on peut. C'est quasiment 2 semaines avant qu'on commence à réduire pour être vraiment reposé. Puis, tout ça. Puis, ben, si on rentre plus près d'une course, une fois qu'on est inscrit, ben, dans les stratégies, moi, je regarde qui est inscrit à la course. Je me fixe un objectif, j'aimerais ça finir proche de telle équipe. Si c'est mettons dans mes premières courses, ben, j'aimerais ça la finir telle autre équipe qui commence aussi, ou que j'ai vu dans l'entraînement d'à peu près de la même force. Fait que je regarde un peu ça, puis j'essaie d'évaluer si je les connais, c'est quoi leur force, c'est quoi leur faiblesse aux équipes que je pense qui vont être un peu en avant de moi ou un peu en arrière de moi pour essayer dans une situation de course là, d'être capable de compétitionner avec eux autres si je suis près d'eux autres là, pendant la course. Fait que ça aussi, c'est un autre point là, qui peut être important là, si on veut vraiment compétitionner là, avec d'autres équipes. Là. Je cherche l'autre point. Ouais, vas-y. By the way, je suis pas après à regarder mon téléphone. Là, je regarde ces feuilles, mais qui sont sur mon téléphone. Je suis pas si sauvage que ça. Le prochain point, ça serait la reconnaissance du parcours. Évidemment, quand on est là pour la finir, c'est pas la même affaire que si on veut un classement. Fait que c'est pas aussi important. Par contre, si vous êtes de la Mauricie, vous venez faire la classique, ben, profitez-en puis allez faire si vous êtes capable de la faire au complet avant la course, que ce soit en différentes étapes, ça serait ça l'idéal. Fait que ça, c'est mon conseil, c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, je viens toujours faire la première étape à toutes les années. Ça fait 30 ans que je la fais, ça fait 30 ans que je viens faire la première étape. Au mois d'août, à un moment donné, je viens descendre la première étape. C'est la même maudite affaire depuis 30 ans ou à peu près, puis je viens faire à toutes les années pareil, juste je reprends mes repères, ici, à batture, il y a ça. Fait que ça, si tu le sais, c'est un plus. Parce qu'après ça, tu sais où ce que tu vas. En même temps, si tu l'as déjà fait, tu vas savoir où ce que c'est dur, où ce que toi tu fais le pas bien. Fait que tu le fais que c'est un pace pas pire, dépendant comment approche que tu es de la course. Puis ben, ça te donne un bon indice que si tu fais le pas bien à la même place que tu n'as pas bien filé dans l'entraînement, c'est juste normal. Fait qu'il faut juste que tu passes à travers ce petit bout rough-là. Évidemment, c'est d'aller voir les rapides, les portages, où vous allez pouvoir ravitailler. Là, à cette heure, ça a réglé pas mal l'affaire. Je ne sais pas s'ils vont garder ça comme ça pour la classique, mais il y a d'autres courses, il faut que tu le saches. Puis où est-ce que tu montes, puis tu descends, tu ouvres le parcours. Des fois, c'est juste de regarder aussi, avoir une idée du parcours comme tel. Si tu n'es pas capable d'y aller avec Google, à cette heure, c'est pas pire. Tu es capable d'avoir une idée, il y a combien de curves avant d'arriver à bout, de descendre, les petits parcours dans même, les parcours que les organisations donnent. Ça, c'est toujours bon. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu plus spécifiquement des ravitaillements? Quoi manger?
où les placer, après combien de temps? Est-ce que ce serait une bonne idée de faire ça ou on... Oui. Quoi manger? Ouais? C'est une bonne idée? Oui. Bon. Pour les ravitaillements, normalement, si tu es capable d'avoir une équipe sur l'eau, mettons, on va parler de la classique, OK? Juste pour que ça soit simple pour tout le monde, puis qu'il n'y a pas des zones de ravitaillement préétablies, là, juste pour que ça soit plus simple parce qu'on connaît la rivière un peu plus. Normalement, tu essaies de ravitailler, mettons, entre 1h30 2 heures, dépendant de tes ravitailleurs. C'est sûr, si tu n'es pas hâte de t'en trouver, c'est plus compliqué, là, mais tu peux stretcher un peu avec une plus grosse bouteille. Mais moi, j'aime ça être à 1h30 2 heures maximum 2 heures. J'essaye 1h30 juste pour pouvoir avoir des temps sur la rivière, des encouragements de quelqu'un que tu peux te fier. Puis tu peux avoir de la bouffe plus souvent. Fait que si t'en manques un, ben, t'as pas si longtemps que ça à faire. Dans des plus petites courses, c'est pas nécessaire, bien souvent tu amènes plus de stock. À boire, conseil que moi j'ai vu, que j'ai vécu, ben moi je switch tout le temps une bouteille d'eau, juste de l'eau, puis une bouteille de. Moi je prends du Gatorade, là, mais c'est libre à tout le monde. Là. Gatorade, BCAA, vous avez du monde qui sont plus calés que moi là-dedans, moi je bois du Gatorade. Fait que Gatorade coupé avec de l'eau. N'importe quoi, plus il va faire chaud, moins tu vas vouloir l'avoir sucré. Fait que tu essaies de trouver, moi je bois beaucoup de BCAA, j'ai trouvé une saveur là, qui ne goûte pas sucré. Fait que même quand il fait chaud, tu es capable d'avoir ta dose pareille dedans, puis tu es bon avec ça. Fait que ça c'est un conseil, pas trop de pas sucré. S'il fait bien chaud, tu veux pas ça sucré, tu vas vomir. C'est pour ça que moi j'alterne souvent avec une bouteille d'eau ou 2 bouteilles de jus avec une bouteille d'eau. Parce qu'à un moment donné, tu vas voir que l'eau, tu es content d'avoir juste de l'eau. Puis, ben, moi, j'amène toujours des gels dans le canot, tes têtes dedans. Je pense que vous savez tout ça, ceux qui ont poussé un petit peu. Tu te mets des têtes, des gels dans le canot. Moi, je l'amène tout le temps, mettons 2 de plus. C'est facile, ça pèse à rien, c'est pas encombrant, c'est accessible. Si tu vires à l'envers, t'es encore, t'es là tout le temps. Fait que des gels, ça, c'est votre saveur que vous voulez, il faut les essayer. Caféine, moi je me mets toujours un bar avec de la caféine, un bar pas de caféine. Ça c'est moi que moi, je sais pas vous autres. Je vous donne moi ce que je fais. Je compte pas de menterie là. Fait que comme ça, quand je veux de la caféine, j'en ai, puis je sais quel bar qui est. Comme au Michigan, mettons dans la nuit, t'as pas le temps de regarder ta saveur. Fait que je me mets tout le temps les mêmes saveurs aux mêmes places. Fait que je suis habitué avec ça. Après ça, ben il va falloir que tu cherches, si c'est les longues courses, tu vas aller essayer de chercher des protéines. Un petit peu. Ça dépend du monde. Mal à vendre. C'est encore là, il faut que tu l'essayes. Ce qui est bien populaire de nous autres dernièrement, en tout cas je parle pour moi, c'est de Hammer Nutrition du Perpetuum. Il y a peut-être bien du monde qui savent c'est quoi, c'est ça. Fait que ça, c'est. Moi je trouve que c'est bon. Moi je le mixe dans une petite bouteille. Je prends ça comme mettons comme un petit jus, là, tu sais. Tu le snaps d'une shot. Ça, t'es bon pour 1 heure, 1 heure et demie avec ça, fait que t'as pas besoin de rien d'autre. Puis je prends ça, moi je mange pas de bar, mais tu peux prendre des power bars, ces affaires-là. C'est juste c'est dur à mâcher des fois quand t'es essoufflé. Tu sais, ça prend de l'eau, puis c'est un peu de taponnage, mais ça dépend. Des fois, ça fait du bien de croquer. Puis moi, je m'amène toujours un plat de fruits, mais qui dure bien longtemps. C'est juste pour manger de quoi une fois de temps en temps. Fait que, des fois, là, juste d'avoir quelque chose que tu aimes, pour le moral, c'est bon. Fait que c'est pas important que ça soit bon pour la course, mais que ça soit bon pour toi. Fait que, tu sais, des jujubes, des fraises, n'importe quoi. Fait que là, tu vas chercher ce que tu as besoin dans tes ravitaillements, puis ça, c'est juste pour le moral, dans le fond, point final. Fait que ça répond-tu un petit peu aux questions de ça? Peut-être que ce qu'on pourrait dire aussi sur les ravitaillements, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le danger, c'est de trop manger pendant le ravitaillement. Mais un autre danger, c'est que pendant le total de ta course, tu as manqué de pas assez manger, pas assez bu. Souvent, les ravitaillements, on commence à être fatigué, puis comme à la classique, si tu es plusieurs canots ensemble, là, tu veux étirer ton ravitaillement. Mais à la classique, c'est pas mauvais qu'après 1 heure, tu commences à manger quelque chose que tu avais déjà dans ton canot au départ. Même après une demi-heure, moi, je mange après le tour de bouée en descendant. Même avant, puis l'erreur souvent qui est faite, c'est que tu cales ta dose de ravitaillement dans un coup. Puis c'est sûr, en canot, là, on est assis, on est comme l'estomac est un peu compressé. Si
ça se remplit et ça travaille pas bien, là, tu vas avoir des fois, ça va être juste que tu vas filer fatigué, mais c'est parce que la digestion est plus dure. Des fois, tu auras pas mal au ventre, mais tu vas être. Ça va être. Fait que, c'est plus, à mon avis, important de prendre des gorgées un peu plus souvent que de toute activité, manger ça. On va revenir sur un point aussi, c'est ça, c'est de manger souvent, manger tôt. Ça donne rien aussi le matin de la course, de manger comme, tu sais, tu t'en vas faire 8 heures de canot, manger comme un cochon. C'est pas une bonne idée. Moi, je déjeune presque plus avant les courses quasiment. Parce que souvent, on est stressé. Puis là, ben, finalement, ça rentre pas bien, tu te forces, puis là, tu pognes les crampes. Fait que je mange moins en sachant que je pars tout de suite avec un ravitaillement anyway dans le canot. Fait que je vais manger une demi-heure après le départ, aussitôt que le cardio descend un peu. Je commence à manger. Comme PO dit, moi, j'essaie de manger, boire aux demi-heures. Surtout boire aux demi-heures, à peu près 20 minutes, une demi-heure. Une bouteille d'eau, hein, moi, je dirais 1 litre à l'heure et demie. Dépendant si tu bois beaucoup ou moins, là, ça peut varier, mais moi, c'est ça que moi, j'ai des bouteilles d'1 litre, puis on ravitaille aux heures et demie. Parce que dans le fond, tu peux faire le dernier 20 minutes, tu as ta bouteille, tu as toujours une demi-heure que tu n'as pas besoin à la fin. Parce que dans le fond, tu n'as plus besoin de boire. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, ça donne une idée de perspective de ça, de comment ravitailler. Puis l'autre point, pour vos ravitailleurs, si tu fais tenir ton ravitailleur aux heures et demie, mon père il est là, il pourrait vous le dire. On saute jamais un ravitaillement. Ça, c'est nous autres, ça, c'est dans ma famille. Le ravitailleur, il est là, tu prends ce qu'il y a à te donner. Tu fermes ta boîte, puis il est là, tu le prends, c'est that's it. Tu dis pas, une demi-heure plus loin. On entend ça souvent. Mais souvent, c'est le même que tu vas manquer tes ravitaillements. Ouais. Parce que là, ça finit plus. Le gars, il est là, il a ta bouteille, tu prends ta bouteille, tu prends ton stock. Si tu as mal organisé tes affaires avant la course, ben tout bad pour tout, tu reprendras la prochaine fois. Moi, c'est le même que je le vois. Parce que les ravitailleurs, d'un, sont rares, hein, Steve? Fait que quand t'en as un bon, tu le gardes, tu t'organises pour qu'il soit content. On essaie de pas chialer, pas facile. Je suis un bon chialeur, mais là-dedans, je dis merci moi, quand je me fais ravitailler. Fait que tu sais, c'est d'expliquer aussi comme il faut. Vous êtes nouveau, ça peut être pas évident, mais mettons, tu arrives d'un portage, on va ravitailler d'un portage. Il faut que le gars soit pas dans les jambes, il faut qu'il soit du bon bord du canot, pour pas gêner les autres, tu sais. Mais en même temps, tu peux prendre quelques secondes de plus. C'est plus important d'avoir ton stock que de sauver 4 secondes, que là, tu pars, puis le gars vient te rattraper anyway. Fait que prends 4-5 secondes de plus, reprends ton stock, ça va être plus payant à long terme. Puis si le finish il est pas loin, ben, tu avais juste à pas ravitailler, tu n'avais pas besoin de ravitaillement là. C'est ça la planification. Sur la prise du ravitaillement aussi, c'est comme un bon conseil, c'est jamais jeter ta bouteille avant d'avoir l'autre dans ton canot. Parce que moi, ça va arriver, les ravitaillements manqués, ça arrive, peu importe, mais idéalement, là, c'est t'achètes en même temps ou surtout si au début, si t'es vraiment pas certain, votre ravitailleur l'a pas fait souvent, là, tu peux attendre d'avoir les choses sur toi avant de jeter ta bouteille. Dans un portage, c'est peut-être différent parce que la chance de le manquer si la personne est là à la fin du portage, c'est moins. Je pense qu'il y a moins de chances de manquer, là, mais oui, Steve. Peux-tu rajouter un petit quelque chose? Quand ton ravitaillement, là, essaye pas de poigner ta bouteille. Dis à ton ravitailleur de le mettre dans le chest, il tombe sur tes jambes, t'es sûr de pas la perdre. Si tu essaies de la pogner, tu peux squeezer ta bouteille, elle va se vider. Ou tu peux l'échapper. Les bouteilles, là, normalement, là, ben, vous faites probablement tout ça. Tu sais, t'as un tape en dessous. Fait que, les gars, ils peuvent le tenir juste par la hausse. Tu sais, t'assures que ça soit solide. Là. Fait que tu tiens, puis comme il dit, le gars, là, mettons, tu ravitailles en canot face à face ou même tu passes sur le bord. Tu fais juste la sortir avec la hausse, puis elle te pogne ici, puis elle tombe là. Quand t'es en arrière, ben, t'attends que ton devant place sa bouteille. Tu gardes le ballon. La pire affaire que tu peux faire, c'est les deux en même temps, de te revirer de bord, envoyer à l'eau. Fait que tu fais attention, tu attends ton devant ou tu te parles. Mais normalement, le devant va se placer. Là, toi, tu le vois, il est placé parce que lui, s'il l'échappe et il tombe en dessous de la toile, il n'aura plus son ravitaillement. Toi, tu es en arrière, au pire, elle va être juste en arrière de ton banc, tu es capable de la reprendre. Tout de suite, un bon truc aussi, tu reprends ta hausse. Tu ressouffles dedans ou tu prends une gorgée puis tu ressouffles dedans juste pour t'assurer qu'elle se vide pas. C'est ça que j'essaie de penser. Vu que vous êtes nouveau, là, c'est le genre d'affaires qui arrivent. Tu t'es fait donner un ravitaillement, tu la mets là, ta hausse elle traîne dans l'eau, tu arrives à prendre une gorgée, tu n'as plus d'eau.
Avec de l'élastique pour la hausse, on va en parler, on va faire une vidéo avec Jay là-dessus. C'est bon. C'est pas pire pour ça. Ça a-tu d'allure? On veut pas trop. Écoute, on n'aura pas le temps de tout dire ce qu'on a à dire, mais c'est-tu au moins payant ce qu'on dit là? Oui. OK, parfait. Fait qu'on c'est sûr qu'on essaie de cibler des affaires qui vont être importantes pour vous autres. On peut peut-être parler tout de suite des portages. C'est quoi que tu veux dire? Ben, tu sais, les portages, tantôt on a dit d'aller voir le parcours, mais je trouve qu'il y avait quelqu'un qui nous avait écrit cette semaine là-dessus, mais tu sais, dans un portage, je pense que c'est de le pratiquer avec son partenaire avant. Tu sais, puis de réfléchir à l'avance, tu sais, le portage est à gauche, ben, tu sais, le pied gauche va sortir, ma rame, c'est dans quel. Tu sais, je garde ma rame dans ma main, est-ce que je la dépose sur le deck du canot? Après ça, quand je rembarque, c'est déjà de savoir, OK, là, le pied droit, il saute dans le canot en premier, il prend la rame, tu sais, comme si vous regardez des vidéos de Steve, ben, au Michigan, il est déjà en train de ramer, mais il y a juste un pied dans le canot. Tu sais, il est déjà parti. Tu sais, c'est des choses à pratiquer, là, mais tu sais, puis aussi, ben, dans un canot, tu sais, on débarque les deux en même temps. C'est important parce qu'on ne savait pas si on débarque. S'il y en a un qui a débarqué avant l'autre, ben, c'est là que le canot se remplit en arrière, on risque de chavirer. Puis en rembarquant, ben, les deux, on met le pied dans le canot en même temps. Ça, je pense que c'est facile. À n'importe quelle pratique qu'on fait, ben, on embarque tout le temps le canot. Il n'y a pas quelqu'un qui s'assoit avant l'autre dans le canot. On embarque, on met un pied, puis chacun met son pied en même temps. C'est la façon de base de le pratiquer. Ça revient tout le temps à l'entraînement. C'est pas compliqué, tu sais, c'est niaiseux, mais pour ceux qui me connaissent le savent. Écoute, j'ai déjà piqué des crises, moi, là-dessus. Là. Tu cours, le gars, tu débarques un portage, tu cours comme un fou, tu remets à l'eau, ça te prend tellement de temps de rembarquer que le gars, il arrive à côté de toi et il repart avant toi. Ça t'a donné quoi de ramer, de courir comme un fou pour prendre tout ton temps? T'es mieux de courir moins vite, mais d'embarquer et de débarquer vite. Ça, on le voit, là, nous autres, au Michigan, là, on est très fort pour rembarquer rapidement et partir rapidement. À cette heure, là, on est plus vieux, là, on n'arrive plus premier là, à l'eau. On part encore premier, ça rame quasiment 90% du temps. Fait que, tu sais, ça, c'est pratiqué, ça arrive pas par la grâce de Dieu. Fait que, tu sais, quand comme Théo dit, tu vas t'entraîner une place que tu embarques à l'eau, pratique-les parce que le devant, tu sais, le canot, il y avait un pied de long, là. Fait que, où est-ce qu'il faut que tu ailles mettre à l'eau pour pas que ton gars soit sur le quai ou sur le ciment, mais il faut que tu le pratiques. Fait que pratiquez-le. C'est juste la pratique, l'entraînement, peut-être pas toutes les fois, mais une fois de temps en temps, ça vaut la peine. Débarquer puis rembarquer. Tu arrives en courant, tu embarques, et tu débarques, tu cours un peu, et c'est tout. Ça va, à force de le faire, c'est sûr que tu vas devenir bon. Ben, ensuite, on voulait passer les phases de la course. L'autre jour, je pense que Jimmy vous a parlé des départs il y a quelques semaines. Là, mais c'est ça, dans la course, on peut la diviser. Le départ, moi j'appelle ça après le cœur de la course, c'est qu'il y a après 15-20 minutes après le départ. Puis là, les shots, c'est vraiment le déroulement. Là, les positions sont plus ou moins placées. Après ça, s'il y a des portages, on vient d'en parler. Puis après la dernière phase, on pourrait dire l'arrivée comme telle. T'sais, au départ, je pense que vous n'avez pratiqué, mais c'est dans une course de canot, le départ c'est peut-être l'élément critique parce que si la course est partie sans toi, remonter des vagues, c'est extrêmement difficile et coûteux en énergie. Fait que si on manque son départ, on a déjà comme un petit désavantage. Fait que c'est ça vaut la peine d'en pratiquer et de ramer dans les vagues. En même temps, c'est savoir où se placer. Je sais pas. Encore là, ça va avec les objectifs. Si ton idée, c'est de finir la classique, ton départ est plus ou moins important au début. Dans le fond, tu veux juste la finir, tu veux juste peut-être être plus large, un petit peu plus aux extrémités, pas où il y a autant de courant, où tous les gars vont, pour avoir un petit peu plus calme, ça soit plus facile. Après ça, il y a bien de la vague. Ceux qui, les départs qu'on a eus, tu sais, là, on en faisait sur 2 départs là, cette année. Tu sais, quand tu mets, comme là, on est beaucoup, là, fait que, mettons, tu mettrais comme des années à 50, 60, 80 canots à la classique, tu as une ligne, là. Tu sais, il y a de la vague en arrière, là. Fait qu'il faut que tu ailles le pratiquer parce que là, la vague, elle se promène, fait que tu pognes un surf par là, un surf par là. Fait que ce qui est très important pour tout le monde,
sur un départ, d'aller le pratiquer, mais d'aller droit. Tu n'iras pas droite là, comme une règle, là, ça c'est sûr. Mais il faut que tu gardes ton couloir. C'est la seule affaire que tu as à penser. Que tu sois vite ou pas vite, garde ton couloir. Surtout au début. Comme ça, tu n'écœureras pas personne. Puis la vie va être belle pour tout le monde. Parce que là, si tu commences à faire la machine à boules partout, là, ça va virer à l'envers, puis le monde n'aimera pas bien ça. Là. C'est plate d'un bon départ, mettons, puis quelqu'un vient te toucher en arrière, puis tu t'en vas de côté, puis ça peut scraper ton départ complètement, puis c'est pour les bons et les moins bons, c'est pas plus intéressant. Fait que c'est n'ayez pas peur, les devants de canot, tu coupes, tu pars, à un moment donné, ça va pogner un surf, c'est sûr, ça va t'arriver. Attends pas d'être parti, ça fait 4-5 secondes, mais aussitôt que tu sens ton nez partir, tu coupes. Tu vas perdre un peu de temps, mais tu vas rester droit, puis ça va aller plus vite pareil. Même affaire. Et après ça, ça va se promener de même. Tu vas le faire des deux bords, puis à un moment donné, ça va se placer, puis là, tu vas être correct pour forcer et ramer en ligne droite. C'est ça. Puis, tu sais, sur un départ, ben, tu sais, après, si vous avez des objectifs de classement, ben là, vous pouvez vous placer près des équipes avec qui vous êtes en compétition. C'est comme à la classique, ben, on va voir ça à la deuxième étape. Il y a déjà eu les résultats de la première. Fait que là, tu te dis, j'ai 1 minute à prendre sur telle équipe. J'ai 1 minute d'avance sur telle autre équipe. Fait que, tu veux peut-être te mettre près d'une équipe un petit peu plus vite que toi pour essayer de surfer, de distancer une autre équipe ou de rattraper une autre équipe. Si tu en as une à rattraper, c'est sûr. Tu vas vouloir te mettre près. Sans nécessairement, tout le monde va vouloir se mettre avec Guillaume ou aller à côté de Steve ou Serge Copain. C'est pas possible. Il y a juste deux places de chaque côté de leur canot. Y aller comme ça. Puis, tu sais, la course, ça va se. Le départ, ça dure quelques minutes. Tu sais, l'effort, il est comme vraiment intense, mais si on prend les premiers en avant, tu sais, ça va être un coup, ça va dépendre de la vitesse des meilleurs canots, mais dans bien des courses, ça va modérer après quelques minutes. S'ils sont tous de la même vitesse en avant, ben, ils vont former un peloton. Fait que ça va modérer. Puis souvent, ce qu'on voit dans des courses, ben, là, des gens qui commencent, là, il y en a certains parmi vous, vous êtes jeunes, vous allez avoir quand même pas mal de vitesse. Vous pouvez avoir de la vitesse aussi vite que Steve pour 5 minutes. Mais on va voir ça, on voit ça quelquefois. Là, les gens, ben, ils vont dire c'est mon moment de gloire. Je suis 5 minutes avec les meilleurs. Sauf qu'après ça, ben, au bout de 2 heures, tu as quand même fini 20 minutes derrière. Il faut jauger son effort aussi. Pas se défoncer, parce que la course, souvent, elle va durer 20 km, 30 km, 2, 3, 5 heures. Il faut aussi mesurer ça. Puis après 15 minutes, ben, les choses se sont placées. Tu vas avoir l'équipe en avant de toi, les équipes derrière toi. Tu vas pouvoir réévaluer où tu en es. C'est quoi ton objectif du début, ben, qu'est-ce que tu veux faire, de prendre ton rythme. Moi, je dis que si on va aller en canot, mieux d'arrêter de jaser un peu. Avez-vous des questions? C'est correct? Parce que là, je pense pas qu'on a les points les plus importants, on les a faits. Puis là, je passerai à des questions. Puis à qu'est-ce qu'on voudrait faire sur l'eau si on veut pratiquer des points qu'on voudrait collectivement pratiquer.